LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Vous devez utiliser votre véhicule tous les jours malgré les intempéries hivernales. Ou bien vous avez prévu un séjour dans une station de sport d'hiver avec vos amis, vos enfants. Mais comment circuler en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il glace? Eh bien, une solution, restez avec nous jusqu'à la fin de ce numéro. Nous sommes à Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, c'est la plus haute station de ski d'Europe, neige assurée pendant toute la saison. Tout de suite, sommaire. Chaque hiver, plus d'1 million de tonnes sont épandues sur les routes de France. Le sel est encore la solution la plus efficace pour fondre la glace ou la neige, mais c'est aussi une source de pollution. Comment limiter son impact sur l'environnement? Quelles sont les techniques alternatives? En route pour le déneigement du futur. 4 roues motrices, anti-patinage, correcteurs de trajectoire et autres systèmes d'assistance à la conduite, les constructeurs rivalisent d'innovation pour proposer des véhicules capables de circuler par tous les temps, ou presque. Découvrez ces technologies au service de la sécurité. Un avion peut-il voler quelles que soient les conditions météo? L'ancien commandant de bord, notre chroniqueur Gérard Felzer, relève le défi. On a un orage devant nous. Un orage, ça veut dire des grêlons, c'est ce qu'on voit ici en rouge. Il faut à tout prix éviter cette zone orageuse. Dans un centre d'entraînement de pilotes, il teste les limites d'un Airbus A320. Val Thorens, en Savoie, est une station dite semi-piétonne et blanche. Les véhicules ne sont autorisés à y circuler que pour des arrêts minutes, livraison de marchandises, dépose ou récupération de bagages, mais doivent en toute autre circonstance stationner à l'extérieur. Du coup, les opérations de déneigement sont limitées au strict nécessaire. Par exemple, pas d'épandage de sel sur les routes, simplement de gravier pour limiter les risques de glissade. Une mesure qui est bien loin de se généraliser chaque année en France. En fonction de la rudesse des hivers, on épand sur les routes entre 750 000 kg et 1,5 million de tonnes de sel. Un salage qui a un coût financier et un impact environnemental très important. Quelles sont les conséquences néfastes du salage? Quelles sont les solutions alternatives? Regardez. C'est bon, on peut y aller. Chaque année, en Isère, dès les premiers flocons, Carole Desplanques se met en chasse. Alors Vincent, ça va? Ça se passe bien là-dedans? L'eau est pas très chaude, mais... Avec ses équipes, elle traque l'un de ses ennemis, le sel, présent dans les cours d'eau qui alimentent le lac Luitel. Il y a une sonde qui est installée à l'entrée. Ça nous donne une idée de la teneur en sel, en ion chlorure, donc qui peuvent être ramenés dans le lac. Le lac Luitel, la première réserve naturelle de France, créée en 1961 par André Malraux, du fait de sa biodiversité exceptionnelle. Amphibiens, libellules ou encore la drosera, une plante carnivore. De nombreuses espèces protégées, pourtant menacées de disparition au début des années 2000. Notamment ce qu'on appelle les desmidiers, qui sont des algues phytoplanctoniques un peu particulières, spécifiques de ce genre de milieu, étaient passées en nombre d'espèces de 201 en 1955 à 13 espèces en 2001. Et le même inventaire, en parallèle, a pu mettre en évidence l'apparition d'une espèce qui n'existait pas dans les années 50 et qui s'appelle Synecocystis salina. Alors, je donne le nom latin parce que salina, ça fait penser à sel. Et cette espèce, elle est typique des milieux légèrement salés à saumâtre. Principale responsable de cette pollution au sodium, la départementale 111, à quelques mètres au-dessus du lac, ou plutôt son salage intensif pratiqué depuis les années 60. En moyenne en France,
1 tonne de sel est nécessaire pour viabiliser 1 km de route. Jusqu'à 8 fois plus dans les zones montagneuses comme ici. Pour sauver le lac, d'importants travaux ont donc été engagés. Comme ces conduits creusés le long de la route pour récupérer les eaux salées et les évacuer plus loin dans des torrents où elles sont diluées. Mais le Conseil général a aussi mené une réflexion plus globale sur les techniques de salage aux abords du lac et plus généralement dans tout le département. En dessous de 1000 mètres, si la neige est froide, on met juste de la pouzzolane, de l'abrasif, uniquement, sans sel. La pouzzolane, c'est une roche volcanique abrasive qui permet aux voitures d'accrocher sur la neige. Une des alternatives au sel. D'autres techniques visant à limiter les impacts de l'épandage systématique sont désormais étudiées, comme en Suisse. Certains tronçons de contournement de Lausanne sont munis de vannes qui agissent comme un arroseur automatique de saumure, en quantité et à fréquence contrôlée. Un salage préventif et écologique, puisque ce principe délivre 2 grammes de sel au lieu de 15. De rares municipalités ont fait le choix de réduire au maximum l'usage de sel. Nous sommes à Lens-le-Bourg, en Savoie. Depuis 2 ans, Jean-Baptiste a troqué les sacs de sel pour un autre matériau aux multiples vertus. Donc, du bois déchiqueté qui est enrobé de magnésium. L'effet accrochant par la structure même du bois. Et derrière, le deuxième effet, le magnésium qui se libère et qui permet de faire fondre à la surface et permet d'éviter que ça regèle derrière. Pour une commune située dans un cadre naturel exceptionnel, utiliser un tel produit non corrosif et 100% bio a bien évidemment pour objectif de préserver l'environnement, mais pas seulement. En faisant un traitement que tous les 4-5 jours, et à la fin d'une saison d'hiver, on a quand même un retour économique positif. Et aujourd'hui aussi le sel, ça nous coûte cher en import parce qu'il faut l'amener par camion complet avec un stockage qui est plus difficile. Là, ce produit d'une année sur l'autre, si on n'a pas tout passé, on peut le réutiliser, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Certes, les copeaux de bois enrobés de magnésium ne sont pas adaptés aux grandes voies de circulation, mais ils ont prouvé leur efficacité sur les trottoirs de la commune, lui permettant au passage d'économiser quelques travaux de réfection des chaussées autrefois endommagés par les effets du sel. Et si à terme, il était possible de se passer totalement d'épandage? Une société néerlandaise est en passe de relever le défi en utilisant l'énergie solaire. Suivant le principe d'une pompe à chaleur, le soleil chauffe la route. La chaleur stockée dans le bitume pourrait alors aider à réduire la couche de glace sur les routes pendant les mois d'hiver. Reste le coût d'une telle infrastructure, au minimum 4 fois supérieur à celui d'une route traditionnelle. La note risque d'être trop salée. L'épandage de sel a encore de beaux jours devant lui. Dans le monde, la moitié de la production est aujourd'hui consacrée à l'entretien hivernal des routes. Retour à Val Thorens pour essayer de comprendre comment ici on gère la circulation malgré la neige, malgré la glace. On a sous les yeux quelques-unes des 130 caméras dédiées à la surveillance urbaine et à celle des routes. Tout à fait. Alors, les parkings, très importants, parce qu'on l'a dit, à Val Thorens, il est interdit de circuler dans la station, autrement que pour des arrêts minutes. Donc ça veut dire énormément de places de stationnement à gérer. Au minimum, c'est 3000 véhicules, et les grosses semaines comme Noël ou février, on dépasse les 5000. Parce que si on mettait toutes les voitures qu'on gare dans les parkings dans l'ensemble de la station, on ne pourrait plus du tout circuler. D'accord, ce serait impraticable. Impossible de circuler dans la station. Tous ces gens-là se garent à l'extérieur de la station. Et du coup, vous avez mis en place, des systèmes de navettes. Il faut dire que la station est très compacte, donc on va très vite, même à pied, d'un endroit jusqu'à un autre de Val Thorens. Dans l'absolu, il n'y aurait pas besoin de voiture. 20 minutes à pied, on a fait le tour à peu près. On est en pleine saison des vacances scolaires. Les Parisiens, les Lyonnais, beaucoup de gens vont venir dans la station. Et donc, il y a aussi tout un système de communication, d'information pour que les clients sachent quelles sont les mesures préventives à prendre pour pouvoir circuler et arriver jusqu'ici en toute sécurité. Prévoyez des boissons chaudes, prévoyez de mettre des chaînes dans un lieu accessible, qu'il ne faille pas démonter toute la voiture pour aller chercher les chaînes.
C'est-à-dire que les chaînes, on ne les range pas tout au fond du coffre, sac, sous les valises, c'est mieux de les sous mettre les sur skis. le dessus, c'est plus facile. Facile d'accès. C'est plus facile. Il faut prévoir des tenues chaudes malgré tout. C'est pas la peine de rouler avec son blouson dans la voiture, mais il faut l'avoir à portée de main. Et puis, il faut prévoir aussi pour les véhicules qui sont au diesel de prévoir des additifs, parce que le diesel en France est souvent protégé jusqu'à -7, -12 degrés. En dessous, il faut quand même rajouter des additifs. En tout cas, l'élément de base, c'est de s'informer. Pensez que vous êtes dans des situations qui ne sont pas forcément habituelles à ce que vous conduisez d'habitude. Donc, il y a de la neige, il y a de la pente, il y a des ravins, il y a un tas de situations qui font qu'il faut rester quand même un peu paisible et pas trop paniquer. Bon, cela étant dit, vous avez constaté que depuis 10 ou 20 ans, les véhicules étaient de mieux en mieux équipés. Pour affronter des situations un petit peu difficiles comme l'enneigement. Maintenant, ça fait pratiquement 25 ans que je suis dans les Alpes. On voit quand même une vraie évolution des voitures. On a de plus en plus de véhicules 4 roues motrices. Donc ça, c'est quand même une vraie facilité. On a tous les systèmes d'aide à la conduite, le SP, toutes ces choses-là, d'anti-patinage, qui aident beaucoup à la montée. Ça remplacera jamais 4 pneus neige, contact, efficace, de préférence récent. C'est vrai que le pneu neige, c'est vraiment l'avancée technologique qui a fait que on est quand même moins dans la panade. Donc on progresse. On progresse. Merci beaucoup William. Et vous allez voir avec nous qu'aujourd'hui, effectivement, la technologie se met au service des conducteurs pour les aider à circuler par tous les temps. Les conducteurs, mais pas seulement, regardez. Je braque, ma voiture rentre dans la courbe, je débraque. De grandes courbes, des épingles, des montées et des descentes, ce circuit de Val d'Isère reproduit les principales difficultés d'une route de montagne en hiver. Objectif, apprendre à conduire sur glace en toute sécurité. On freine, on attend qu'elle tourne. Dès qu'elle a tourné, on reprend l'accélérateur et on essaye de débraquer très doucement. Pour faire face à toutes les situations, Michel peut compter sur la technologie de son véhicule, à commencer par un système 4 roues motrices particulier. Le système XO-Drive, c'est un système qui est électrique. Il y a un petit moteur électrique qui reçoit des informations des capteurs de roues. Et il va en permanence nous envoyer la motricité sur les roues qui ont le plus d'adhérence. Donc quand on roule normalement sur une route sèche en été, on a 40% de motricité sur l'avant et 60% sur l'arrière. Mais dès qu'on va rouler sur un terrain qui devient glissant ou même sur un terrain mouillé et tout, eh bien ça va varier en permanence. Il va toujours favoriser la motricité, c'est-à-dire que vous n'allez jamais patiner. Il est impossible de sous-virer ou de survirer et bien plus encore de faire un tête à queue. Alors l'XO-Drive, il n'est pas tout seul, évidemment. Il est aidé par l'anti-patinage et l'ESP. L'ESP, un correcteur de trajectoire. Des capteurs vérifient que la vitesse des roues avant est compatible avec celle des roues arrière et comparent la direction voulue par le conducteur avec celle du véhicule. Si une situation anormale est identifiée, l'ESP corrige la trajectoire par une action ciblée sur l'injection et sur le freinage. Sans ces systèmes d'assistance à la conduite, circuler en hiver pourrait vite ressembler à ça. Pour éviter ce genre de désagrément, un élément du véhicule est primordial. Pour la conduite sur glace, le premier des équipements à avoir, c'est évidemment un pneumatique adapté. Donc ici, nous sommes équipés d'un pneumatique à lamelles. C'est un pneumatique standard, mais c'est un pneumatique hiver. Ce sont ces rainures qu'on voit en longitudinal et en latéral pour évacuer la neige. Et on voit également les lamelles. Les lamelles, elles vont avoir un effet de grippe, elles vont bouger légèrement. Et là, ça va nous donner de l'adhérence plutôt sur la glace. Donc on a une autre alternative qui est donc le pneu clouté que l'on voit ici. Là, on a 12 clous sur une bande de 10 cm de roulement. Le clou va rentrer dans la glace et va avoir un effet de griffe. Il va aller griffer la glace. Donc ça va nous amener énormément plus de motricité et beaucoup plus de capacité de freinage sur la glace. Bien préparé et parfaitement équipé, il serait donc possible de conduire par tous les temps, ou presque. En rafale ou en bourrasque, le vent peut aussi provoquer des écarts de trajectoire. Alors, comment améliorer l'adhérence des véhicules? C'est notamment ce qu'étudie ce centre d'essai. Donc ici, vous avez le ventilateur, donc c'est une boucle en fait. D'un côté, vous avez le ventilateur et de l'autre côté, vous avez la zone d'essai.
Cette immense soufflerie est capable de reproduire des bourrasques allant jusqu'à 240 km/h. Objectif, étudier les phénomènes aérodynamiques induits par l'écoulement de l'air autour d'un véhicule automobile en mouvement. Le montant de baie, c'est ça, le montant de baie. Et ici, vous voyez qu'il y a un tourbillon. Le flux est décollé ici. Donc vous avez le jet qui vient comme ça. Il y a un gros enroulement qui se génère. Et cet enroulement crée une dépression sur toute la paroi ici. Et ça va vous créer de l'effort latéral et du moment de lacet qui va générer des coups de volant ou de l'effort latéral qui va déplacer le véhicule et qui va générer de l'instabilité. La connaissance de ces phénomènes permet de réduire la consommation des véhicules en diminuant leur traînée, mais aussi d'améliorer leur comportement routier. Pour les constructeurs, ces essais permettent de tester en conditions quasi réelles le design du véhicule. Mais on sait que les zones sensibles en termes de stabilité, c'est principalement les zones arrière, les décollements sur les zones arrière. Donc en fait, en fonction de l'incidence du vent, si on a une forme très ronde, le point de décollement va pouvoir fluctuer en fonction de l'incidence du vent. Et ça va générer de l'instabilité. Alors quand on a des zones avec des arêtes franches, comme ça, comme ici, là, on sait que le point de décollement va être dans cette zone-là et ça va être plus stable. Autant d'innovations technologiques qui ne peuvent cependant occulter une réalité. La règle d'or, c'est ne jamais accélérer en entrée de virage. Face aux intempéries, l'automobile a toujours besoin d'un pilote qui adapte sa conduite aux conditions de circulation. Je braque, je débraque. En toutes circonstances. Ici à Val Thorens, on a trouvé des solutions pratiques et empiriques pour acheminer les clients vers les auberges et les restaurants d'altitude. Bonsoir jeune homme. Bonsoir. Une fois les pistes fermées, les dameuses se transforment en autobus et les motoneiges se transforment en taxi-neige. C'est parti. Allez. Pas trop vite, hein. Nous avons parlé des voitures, des dameuses, des autoneiges et les avions, me direz-vous. Les avions sont-ils capables de voler par tous les temps? Quels sont les outils mis à la disposition des pilotes pour affronter les intempéries? Quelles sont les limites climatiques? Toutes les réponses, c'est dans la chronique de notre ancien pilote de ligne, Gérard Felzer. Nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle et je vous propose un petit voyage en avion. J'ai 200 passagers à bord que je vais piloter jusqu'à Ajaccio. Sauf que c'est un avion un peu particulier puisque les roues ont été remplacées par des vérins. En revanche, c'est un véritable cockpit. Bienvenue au centre d'entraînement d'Air France. Je suis assis en place gauche, celle du commandant de bord, et je vous présente mon instructeur, Jean-Luc Matet. Grâce à cette console, il peut modifier tous les paramètres de vol. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas me rendre la vie facile. D'autant que ça fait longtemps que je ne l'ai pas piloté. Jean-Luc vient de nous mettre de la neige, du vent de travers, tout pour plaire. On a quand même vérifié que l'avion était bien dégivré parce que la glace sur les ailes, c'est pas très bon, on est trop lourd. Donc on va rouler très doucement pour ne pas glisser et on va faire un décollage de précaution, c'est-à-dire pleine puissance. On y va Jean-Luc? On y va. Les freins, on va doucement parce que ça glisse. On demande à la tour de contrôle quelle est l'épaisseur et l'adhérence de la piste, sinon on ne pourrait pas décoller. C'est l'alarme qui nous indique qu'on approche de la piste parce qu'il faut être vigilant. Voilà, on est aligné. La piste est devant nous, on n'y voit pas grand-chose. Avant de décoller, il faut prendre quelques précautions. Un avion, ça ne vole pas sous la neige sans un minimum de précautions. D'abord, on met ici ce qu'on appelle l'engine start, c'est-à-dire pour éviter l'extinction du moteur dû à la glace. Donc on a un allumage permanent. Ici, on met l'antigivrage moteur, c'est-à-dire qu'on réchauffe les nacelles pour éviter le cumul de la glace qui risquerait d'extinguer le réacteur. Il faut réchauffer les ailes. Et là, on est prêt pour décoller. Bon, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup. Take off. Mantoga SRS Runway, ATH Blue. Check. Press set. Rotate. 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 Je tire sur le manche. On rentre le train d'atterrissage.
Voilà, on sort d'un environnement très enneigé. On est toujours dans les nuages, la température est négative. Et la météo ne nous a pas posé de problème. On va voir maintenant ce qui va se passer en croisière. Voilà. Ah! On a un orage devant nous. Un orage, ça veut dire des grêlons. C'est ce qu'on voit ici en rouge. Il faut à tout prix éviter cette zone orageuse. Donc on peut essayer de passer entre les gouttes, mais le plus prudent, on va dévier la route pour aller faire le tour de cette barrière. Quand on a un nuage important, une grêle d'orage ici par exemple, les grêlons qui peuvent être gros comme des œufs déforment la tôle. Ça peut endommager l'avion considérablement. Il faut vraiment éviter de rentrer là-dedans. Ça, c'est la réaction normale de tous les pilotes. Il peut arriver que nous ayons de la turbulence. Souvent, les gens appellent ça des trous d'air. Ça n'est pas très confortable, mais absolument pas dangereux. L'avion est vraiment prévu pour ça. Alors, en cas de turbulence, on réduit la vitesse. Je vais vous faire voir. Voilà, on est dans la turbulence, mais elle ne va pas durer longtemps parce qu'on va sortir de la couche nuageuse ici. Lorsqu'on est dans un orage, évidemment, il peut y avoir des éclairs. On peut se faire foudroyer. Ça fait beaucoup de bruit lorsqu'on se fait foudroyer, mais ça n'est absolument pas dangereux. Je débraye le péage, je le prends à la main. Tiens, c'est marrant, il y a... Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord. Voilà. Ajaccio, la piste est en face, on commence à la voir. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Vous voyez qu'on arrive en crabe parce que le vent vient de la gauche. Full flaps. Je mets mes essuie-glaces. Minimum. Air France 524 Sierra Novembre, Ajaccio Tour. Et le vent est toujours du 300 pour 25 rafales 30. Là, on a un vent qui est beaucoup trop important pour nous. On n'a pas le droit de se poser. On va remettre les gaz. Go run flaps. Voilà, on dégage. Et là, on va se repositionner en attendant que la météo soit meilleure. 2000 pieds, c'est bon. Nous avons un vent qui est limite, d'après la tour de contrôle. Ça veut dire, en gros, moins de 50 km/h travers. Bon, tout le monde est prêt? 400. Voilà, on approche en crabe toujours, il pleut toujours. Et on va se poser, on va décraber au dernier moment en mettant un tout petit peu de pied à droite. 100. Voilà. 50, 40, 20, On règle du tout. 5. 5. On prend les reverse. Ah, il y a du vent. Hein. Bon, on est resté sur la piste à peu près. Comme ça. J'ai le placeur qui est en face de moi, il me fait signe, il me dit d'aller tout droit, toujours. Voilà, il doit être complètement trempé, il me fait signe d'arrêter. Je mets le frein de parc et je coupe les moteurs. Voilà, nous sommes arrivés, malgré une météo épouvantable. Merci Jean-Luc. Du givre, de la neige, du vent de travers, des orages, de la foudre. Comme quoi, avec un bon entraînement, un bon avion, voler par tous les temps, c'est pratiquement toujours possible. On se met un petit peu au soleil là. Si vous devez vous rendre à Val Thorens ou dans une autre station de ski, n'hésitez pas à consulter leur site internet, ceux de leurs offices du tourisme ou leur page Facebook. Vous y trouverez des informations sur les conditions de circulation et sur les prévisions météo. Tous les liens sont disponibles sur le site de notre émission transportez-moi.fr. Il est temps d'aller se réchauffer. À le mois prochain. Vu, c'est pas juste. Vous êtes bien trop nombreux. On va essayer de la faire en une. Allez, ouais. Qu'il pleuve, qu'il neige. Et après. Ouais, c'est trop tard, c'est loin. Il y a la neige. Sur un Airbus, non, entre Paris et Ajaccio sur un Airbus A320, A320. Ah, tu sais plus attacher une ceinture, ça? non, je sais plus faire. Non, c'est surtout que j'ai grossi depuis le temps, tu vois.
La ceinture, elle ne s'oublie pas maintenant. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.